Le gros choc du soir, c'était Chelsea-Barcelone. 3-0 pour Chelsea. Julien, est-ce que tu t'attendais à un tel écart? Sacré dérouillé quand même. Un tel écart, non. On en avait parlé un petit peu hier déjà avec Edgar dans l'émission avec les drôles de dames en disant que c'était un match super important pour Barcelone déjà. C'était un match important pour Chelsea, pour Maresca, qui a fait des choix forts, j'ai trouvé, de mettre Neto en pointe par exemple à la place d'un Delap ou d'un Joao Pedro, de mettre Rich James au milieu de terrain. On s'y attendait un petit peu parce qu'il aime bien faire ça. Ça permet de faire monter Enzo Fernandez d'un cran. Il aime beaucoup Enzo dans ce rôle-là de numéro 10. Et puis surtout, et d'ailleurs on l'attendait un petit peu, je pense, les supporters de Chelsea seront d'accord avec moi, mais c'était Estevao à droite, lui qui a pourtant eu un temps de jeu un petit peu limité, je trouve, moi, même peut-être trop limité de la part de Maresca depuis qu'il est arrivé. Je sais qu'il est très jeune, il a que 18 ans encore, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire avec le Brésil. Donc lui c'est comme on dit, c'est le crack. Alors ça a commencé doucement à la Coupe du Monde des clubs, pour ceux qui avaient suivi ça, où fallait qu'ils se mettent dedans. Et puis là, ça commence à monter en puissance. Ouais, c'est vrai qu'alors parfois il y a des entrées en jeu, parce qu'effectivement, Maresca le gère. Moi, je trouve un petit peu trop prudemment, mais je peux très bien comprendre à son âge que tu le gères prudemment. Mais quand il entre en jeu, souvent, c'est très fort. Ça va très vite, c'est super dynamique, il y a beaucoup d'énergie, il y a de plus en plus d'intelligence de jeu, je trouve. Et puis après, il a un pied gauche quand même assez incroyable. Donc ce soir, ils sont un peu malheureux de ne pas ouvrir le score plus tôt même. Et puis après, une fois qu'ils ont ouvert le score, qu'il y a le carton rouge d'Araujo, qui pour moi, Araujo, je suis désolé, mais c'est les mêmes erreurs que je vois régulièrement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là. Et là, tu laisses ton équipe tomber, quoi. Et puis la seconde période, il déroule. Exactement. Et Estevao, je suis d'accord avec toi dans la vision du jeu, ce que tu dis. À la fois, c'est un joueur explosif qui fait des exploits individuels comme sur le but, mais à la fois, tu as l'impression que sur certaines actions, il a déjà la maturité, en tout cas ce soir, parce que je le vois pas que tous les week-ends comme toi, mais ce soir, il a la maturité de faire les bons choix, parfois de jouer simple, parfois de tenter l'exploit. En fait, il fait le genre de match qu'on attend de Lamine Yamal ce soir, et finalement, c'est Estevao. Et franchement, moi, j'ai été bluffé par ce joueur. Dis-moi, André Santos est rentré à la mi-temps à la place de Malo Gusto, mais j'ai pas tout vu. Il a joué latéral? Non, ils ont fait passer Rich James arrière droit et André Santos au milieu de terrain. Il avait été très bon. Il a été très bon le week-end dernier à Burnley. D'ailleurs, il était l'homme du match, je crois. Et t'as remarqué qu'à peine il met un pied sur le terrain, Gilbert le note immédiatement. Mais j'ai même surpris qu'il n'ait pas dit l'ancien capitaine de Strasbourg. André Santos, l'ancien capitaine de Strasbourg. Tout de suite, je me suis retourné. J'ai dit, waouh, il trouve le moyen de te glisser entre Santos. Surtout, moi, je comprends pas que Chelsea n'ait pas prêté Estevao à Strasbourg, surtout. Je crois qu'ils ont essayé. Je crois que Strasbourg a essayé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, t'imagines vous récupérer. Mais tu sais, juste pour finir sur Estevao, parce qu'on en a vu des joueurs de cet âge-là, on a vu Bacola ce soir, par exemple, au Vélodrome. Je pense on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas les griller trop vite, peut-être pas les faire jouer trop vite. Mais bon, Edgar a vu Lamine Yamal aussi. Je ne dis pas qu'Estevao arrivera à ce niveau-là. Maintenant, il n'y a plus personne qui a peur de lancer les mecs à 17 ans. On dit même plus c'est trop tôt, c'est ci, cela. De toute façon, la tendance, on ne reviendra plus en arrière. Les gamins, ils les font rentrer à 17 ans, ils les font tous jouer. Ouais, mais tu vois, là, en revanche, je trouve que Maresca et Chelsea, ils ont pris leur temps. Et peut-être que finalement, c'est une bonne chose. Parce que là, sur les 5 premiers mois de la saison, là, il aurait pu avoir plus de temps de jeu, c'est sûr. Et même s'il y a beaucoup de concurrence à son poste-là, il y a Neto, il y a Gittens, il y a Garnacho, il y a même Palmer qui peut jouer là quand il n'est pas blessé, etc. Donc je peux très bien comprendre qu'il y ait une petite hiérarchie et tout ça, très bien. Mais il aurait pu jouer plus aussi, sincèrement. En tout cas, moi, j'étais un peu frustré de ne pas avoir plus sur le terrain. Mais quand je vois le match de ce soir, par exemple, où là, il débute et il a cette opportunité-là, je me dis finalement, peut-être que c'est eux qui avaient raison. Ils ont fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Bon, Edgar, là, le Barça, va falloir que tu nous expliques, parce qu'en plus, tu avais à peu près tout le monde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible qu'ils en prennent une comme ça? Oui, alors tu avais à peu près tout le monde, il manquait encore Pedri, je pense que ça s'est senti au milieu de terrain dans la maîtrise du jeu et surtout la maîtrise du tempo, il manque beaucoup à cette équipe-là. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Julien, Araujo, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter, ça peut pas être ton capitaine et ça peut pas être un titulaire dans les grands matchs, c'est plus possible. Faut se rendre compte, c'est le capitaine de l'équipe et il abandonne son équipe avec une telle faute à cet endroit-là du terrain, la 44e minute, un deuxième jaune. Pour un capitaine, c'est inacceptable à ce niveau-là. C'est tout simplement inacceptable, surtout dans un match comme ça. C'est clairement un abandon et tu peux pas te permettre de faire une faute comme ça. Et comme le dit très justement Julien,
quasiment tous les grands matchs, on voit les mêmes erreurs de la part de ce joueur-là. J'ai l'impression en plus qu'il diffuse en fait à ses coéquipiers un manque de confiance et j'ai l'impression, par exemple, on parle souvent de la ligne du hors-jeu du Barça l'année dernière. Effectivement, c'était une prise de risque, mais au moins j'avais l'impression que les joueurs y croyaient vraiment et la jouaient vraiment à fond. Et maintenant, on voit des choses qu'on ne voyait pas la saison dernière, c'est-à-dire des actions où j'ai l'impression que les joueurs hésitent et hésitent sur le choix qu'ils doivent faire. Et quand tu as une demi-seconde d'hésitation avec cette ligne du hors-jeu, forcément ça fait but derrière. Parfois on a vu Jules Koundé couvrir des joueurs alors que l'année dernière je pense qu'il n'aurait pas hésité à s'arrêter et à faire cette ligne du hors-jeu. Mais en même temps, quand tu as un joueur à côté de toi qui s'appelle Araujo qui n'a jamais, mais à aucun moment maîtrisé cette ligne du hors-jeu, tu peux pas faire confiance à tes coéquipiers pour cette défense-là. Donc pour moi, la titularisation d'Araujo est très très problématique. Et puis pour revenir sur les hommes forts de ce match, il joue pas au Barça, mais il est espagnol. Cucurella, pour moi, c'est le meilleur Barcelonais, c'est le meilleur espagnol sur le terrain et il fait un match sincèrement qui montre encore qu'il fait vraiment partie des tout meilleurs latéraux. Je pense que derrière Nuno Mendes c'est le meilleur au monde et que ce soit défensivement le travail qu'il a fait sur Lamine Yamal ou offensivement les dégâts qu'il fait, d'ailleurs c'est lui qui provoque le carton rouge, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Le match de Yamal et petit but rigolo de Koundé quand même. Un des plus ridicules de sa carrière, je pense. Ouais, grave. Le but contre son camp. Ouais. Après, il y a l'occasion pour Ferran aussi. Si Ferran met celle-là au début du match, ça peut changer je pense beaucoup que de choses. la dynamique, elle change un peu, mais bon. C'est le problème de Ferran Torres, c'est qu'il est bon, balle au pied, il participe au jeu, mais devant les cages, il y a trop de déchets. Le match de Lamine Yamal, il a été pocket comme on dit, hein. Il a été bloqué par Cucurella et j'ai l'impression que plus le match avançait, moins il avait confiance. C'est-à-dire qu'il était dans la poche de Cucurella. Ouais, c'est ça, dans la poche. C'est une très belle expression moderne. Il est là, il dit. Et non, mais en plus il joue une équipe anglaise, donc ça marche bien. Mais en fait, il tente des choses, mais il voit bien qu'en face ça passe pas et que c'était pas son soir. Et on l'a vu, plus le temps avançait, plus il l'osait pas. J'ai l'impression. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu avec cette attaque du Barça, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins variée qu'avant. On dépend un petit peu plus de certaines individualités. Alors, est-ce que quand Rafinha va revenir vraiment à 100%, ça va changer? Je pense que forcément. Mais Lamine Yamal, en fait, il a tellement d'attention sur lui que quand il a un très très bon joueur en face qui est dans un très très bon soir et que lui il est un petit peu en dessous, forcément c'est difficile et c'est un match décevant pour lui et malheureusement pour lui, même s'il était en très bonne forme en ce moment, ça fait plusieurs grands matchs qu'il est un petit peu décevant. Il avait encore posté une story avant le match. Moi, j'adore ce genre d'attitude, mais malheureusement pour lui, il a encore une fois pas répondu présent au moment du match. Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir JBR, bonsoir tout le monde. Polo, le gros coup du soir, c'est Leverkusen qui gagne à City. Est-ce que tu t'y attendais? Non, évidemment que non. Je notais évidemment l'évolution très positive du club de Leverkusen depuis plusieurs semaines. Mais ils se sont pris une raclée, rappelons-le, face au PSG. Ils se sont pris une raclée face au Bayern qui a mis son équipe B. Et donc évidemment, ce soir, on s'attendait à un match extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle un match bonus d'ailleurs dans ce nouveau format. C'est-à-dire que tu as 0 de prévu et quand tu prends les 3 points, ça qualifie quasiment automatiquement Leverkusen pour au minimum les barrages. Enfin, en tout cas, les barrages. Ensuite, est-ce que c'est la défaite de Guardiola qui a mis aussi, qui n'avait pas mis les titulaires ce soir, hein. On peut se poser la question, pourquoi tu mets Haaland, pourquoi tu mets Foden, pourquoi tu mets Cherki et autres sur le banc. Mais il faut saluer, et c'est ce qu'on dit en Allemagne, il faut saluer le fameux match plan, le plan de match qu'a mis en place Kasper Hjulmand, avec quand même 6 joueurs de 22 ans. On a une équipe complète sur le flanc en ce moment à Leverkusen ou avec des suspendus. Et ce soir, à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs semaines, on a le sentiment que la sauce est en train de prendre, que l'équipe, elle n'est pas mature, évidemment, il y a beaucoup trop de jeunes, mais ils suivent le coach presque à l'aveugle. Et ce soir, quand on voit la façon dont ils sortent les ballons, lorsqu'ils subissent la pression de Manchester City, les buts marqués sur le peu d'occasions qu'ils ont, etc., on a presque l'impression que c'est un match parfait, même si Kasper Hjulmand a bien précisé que la perfection dans le football n'existait pas. Mais ce soir, l'évolution d'un Maza que
je connaissais de l'année dernière en seconde division, qui a 19 ans, l'international algérien, qui a été repositionné ces derniers matchs, qui n'était pas titulaire d'ailleurs en début de saison, en 8 parce qu'il y a tellement de blessés et qui a un volume de jeu extraordinaire. Poku, que j'avais beaucoup critiqué parce qu'il regarde souvent ses chaussures et pas assez ses adversaires, est en train de prendre une dimension très importante. Et tu vois les anciens, Grimaldo, Chic, évidemment, le match de Flecken ce soir, Badé qui n'avait pas réussi vraiment son début de saison. Moi je tire mon chapeau et c'est à l'image de ce que dit la presse allemande parce que l'emporter comme ça à City, évidemment, on ne s'y attend pas, mais c'est presque à montrer dans les écoles de coach pour voir ce qu'on peut faire à minima, évidemment, parce que c'est City. Hein. Maintenant, si Guardiola décide de mettre son équipe B au départ, c'est son problème, c'est pas celui de Leverkusen, quoi. Julien, tu en dis quoi? J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Moi, cette équipe B-là, ils jouent Leeds à domicile samedi en championnat. Je comprends pas du tout comment tu peux aligner ton équipe B dans un match pareil. Alors peut-être ils ont pris le match à la légère, peut-être. Hein, et après, ça reste une équipe B qui a belle allure sur le papier. Je veux bien, mais on l'a expliqué plusieurs fois. Tu es en train de construire autre chose, une autre identité de jeu, une autre tactique avec des joueurs à qui tu es en train de transmettre justement cette philosophie-là. D'accord? Et là, franchement, pour moi, il a fait n'importe quoi. Le Rico Lewis, Nico Gonzalez au milieu de terrain, ça voulait rien dire. À la pause, il fait 3 changements parce qu'ils sont à la rue. La seconde période est meilleure. Et bien sûr, Flecken est dans un grand soir, il fait des beaux arrêts, il revenait en Angleterre, l'ancien gardien de Brentford. Je veux bien. Tu lances Haaland à l'heure de jeu, tu fais rentrer Cherki à l'heure de jeu, juste après l'heure de jeu aussi. D'accord, mais au final, en tout cas pour moi, c'est pas satisfaisant. Je comprends vraiment pas. Ils vont se qualifier quand même, c'est pas le problème. Mais tu viens de perdre le week-end dernier. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Après une défaite à Newcastle comme celle qu'ils ont subie samedi, que tu suives le match d'après avec des trucs pareils, j'ai du mal à comprendre. Et dis-moi, puisqu'on a dit que c'est combien? C'est à 9-10 points cette année, d'après tous les statisticiens, ça passe. C'est ça l'histoire? C'est ce que dit Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais. C'était 11 ça, l'année dernière. Ça passait. Parce que là, si on s'en tient sur le 9-10, en gros, on connaît déjà 21 équipes à 3 journées de la fin qui vont se qualifier, puisque la Juve est 21e ce soir avec 6 points, et qu'il y a de grandes chances quand même qu'ils aillent chercher les 3 qui manquent. Enfin, c'est fou quand même qu'à 3 journées de la fin, on soit déjà dans ce cas de figure. L'année dernière, c'était beaucoup plus indécis, à moins que finalement la qualif se joue plus à 10-11 comme l'année dernière. Les statisticiens peuvent se tromper. Moi, après, j'écoute ce qu'ils disent. Ils disent à 9-10, ça passe. Si c'est 9-10, 21 équipes sur les 24 sont déjà connues ce soir.